Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ces nouvelles escapades littéraires qui vont vous faire découvrir les coulisses de la foire du livre de Bruxelles, quelques surprises, ses meilleurs moments et surtout nous allons rencontrer Maude Ankawa, l'auteur du livre Respire qui est paru aux éditions Erol. Je m'appelle François Kuhn, plus connu sous le nom de Livraison de mots sur Instagram. Je travaille à la Foire du Livre depuis 2 ans maintenant. L'année dernière, c'était l'influenceur qui parlait sur les réseaux sociaux. Cette année, c'est l'assistant en communication. Alors j'ai géré tout ce qui est chasse aux livres et je vais continuer à le gérer. J'ai géré tous les encarts publicitaires. Je suis le rédacteur en chef du magazine Lis une fois et je m'occupe de tous les réseaux sociaux. Très vite, ce livre ne vous lâche pas et très vite, c'est dès l'apparition de cette ô combien magique petite femme, adorable, magique, Madame Fweng. Madame Fweng est la voix de la sagesse, de la respiration, du bien-être, du mindfulness. Apprécier chaque instant de la vie, mais avant, il faut se comprendre. Comprendre ses sensations, ses émotions, ses contrariétés, ses frustrations, son passé, pour mieux vivre, mieux apprécier ce passé, son présent et adopter son futur, ou le laisser venir comme il se présente. Et c'est Malo qui en fait les frais. Non, qui va en écolage. Lui, consultant de haut vol, demandé dans toutes les plus grandes entreprises, une vie qui n'a pas de place pour les sentiments. Suite à un quiproquo, Malo se fait embrigader par Madame Fweng qui va l'emmener de gré ou de force vers le chemin du bonheur, vers le chemin du mieux respirer sa vie. Votre livre est plus qu'une histoire, il ouvre les yeux, réveille les neurones et ouvre toutes les alvéoles pulmonaires pour se rendre compte que tout ce que l'on gagne en positif à être plus humain, c'est de le partager aux autres avec ceux qui nous entourent. Voilà, chers lecteurs, lectrices ou futurs lecteurs, lectrices, pensez à respirer ou alors venez vite vous procurer tout à l'heure cette pépite d'oxygène. Reconnecter ses sens, c'est déjà se reconnecter à soi. Parce qu'on a tendance à être beaucoup dans le cérébral. La vie, notre quotidien nous amène énormément dans le cérébral, tout le temps, à penser, à réfléchir, à analyser. Et le fait simplement de se ramener à ses sens, que ce soit le toucher, que ce soit l'odorat, que ce soit l'ouïe, quels que soient nos sens, on les perd un peu et le simple fait de sentir ce qui se passe et un pays étranger nous aide beaucoup parce que c'est vrai que dans nos habitudes, on ne se rend même plus compte que le matin, il y a l'odeur du café, qu'il y a l'odeur du pain grillé. On s'en rend même plus compte parce que ça fait partie de nos habitudes. Mais quand vous arrivez dans un pays nouveau, même si ce n'est pas très éloigné, je suis arrivée hier à Bruxelles et il y a des odeurs de waffles partout, c'est juste un bonheur absolu. Et simplement de sentir, de ressentir ce qui nous habite tout le temps, ce qui est vraiment notre nature profonde, que de toucher, que de sentir, que d'écouter, mais d'écouter pour de vrai, pas juste entendre en faisant autre chose, écouter pour de vrai. Pour moi, c'est déjà un parcours et c'est déjà un voyage. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin parce qu'on pourrait le refaire même chez nous, dès le lendemain, dès demain matin, vous réveillez, vous laissez couler le café et vous le sentez. Vous écoutez votre pain grillé sauter et vous sentez ce qui se passe. Et vous allez voir que vous avez oublié, en tout cas moi je fais l'expérience très régulièrement et je me rends compte à quel point j'oublie parce que ce sont des habitudes. Et encore une fois, ne pas se laisser happer, on a tendance à être tout le temps dans nos pensées, donc soit dans le passé, soit dans le futur. Or, effectivement, il n'y a qu'un temps qui existe, c'est l'instant présent. Et pour connecter ce bien-être, cette joie, cette émotion de joie, on ne peut la connecter que dans l'instant présent, donc dans le ressenti à cette seconde-là. Vous abordez un autre thème, on est en plein dedans, mais c'est le thème médical.
On ne se rend pas compte à quel point c'est une chance absolue, un luxe absolu, que de se réveiller le matin et d'avoir mal nulle part, de n'avoir aucun problème de santé. Là encore, on est dans nos habitudes qui fait oui, mais ça va, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que dès qu'on perd, mais même d'un petit rhume, ou même l'appréhension, je pense qu'aujourd'hui on est en plein dans le sujet, l'appréhension de choper un truc, et ça nous ramène à notre peur panique. Or, c'est l'essentiel. Et se lever le matin, n'avoir mal nulle part, n'avoir aucun problème, c'est déjà se dire que tout est possible parce que quand on est bien physiquement, quand on se sent bien physiquement, effectivement, tout devient possible. Donc oui, l'urgence, et en tout cas ce que je voulais aborder dans ce livre, c'est se rendre compte que la première chose et le plus grand luxe, la priorité numéro 1, c'est de garder cette santé, de garder ce luxe absolu. Et évidemment, c'est dans fil rouge parce que moi, je n'ai pas écouté mon corps pendant des années, ce qui m'a valu beaucoup d'opérations, arrêt cardiaque aussi, enfin vraiment tout ce qui fait qu'à un moment, on se réveille, ou pas d'ailleurs, mon associé est mort d'une crise cardiaque, et on se réveille et on se dit non, ça devient prioritaire. Donc oui, ce que je veux faire passer dans ce livre, c'est, moi j'ai testé, c'est franchement pas à faire, donc j'ai envie de proposer au lecteur de prendre conscience que cette santé absolue, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre tout ce qu'on a à vivre et ce qui nous permet d'aller vers soi, vers le chemin du bonheur, vers ce qui a du sens pour nous. Et quand on est bien avec soi, alors oui, on peut se poser, reconnecter son cœur et reconnecter nos vraies valeurs et avancer dans ce qui a du sens, dans la bonne direction, c'est celle qui a du sens. Donc c'est pas un livre ni sur la respiration, ni sur la maladie, pas du tout. C'est vraiment un livre sur cette reconnexion à soi, voilà, et ses émotions. La communication fait une part belle aussi de l'histoire parce qu'on se rend compte que parler est très important, communiquer. Oui, parce qu'on a tendance à interpréter beaucoup de choses. On a tendance à, plutôt que de demander clairement ce qui se passe en face ou ce qui ne va pas, on a tendance à interpréter les choses. Donc tiens, j'arrive au bureau et puis mon collègue ne m'a pas parlé, c'est bizarre, j'ai peut-être dit quelque chose de travers, je crois qu'il m'aime, ou alors il a une mauvaise nouvelle à m'annoncer, etc. Et on est parti pour un tas de scénarios mentaux, en fait, qui nous minent ces secondes qui sont en train de passer. Ça peut durer plusieurs heures d'ailleurs. Et je crois que c'est ça, se reconnecter à ses émotions et les exprimer, c'est vraiment le chemin. C'est-à-dire que clairement, il y a deux grands types d'émotions. Les premières émotions, ce sont les émotions dites instinctives ou archaïques. Exemple, vous êtes en train de conduire, quelqu'un vous coupe la route, vous freinez instinctivement, vous avez peur, et à partir du moment où vous freinez instinctivement, vous ne posez pas la question de savoir est-ce que je fais bien de freiner, lui arrive à 45 degrés, moi je roule à 50 km/h. Non, vous freinez d'un coup, et vous freinez parce que vous avez eu cette émotion de peur, et instinctivement votre corps réagit pour freiner. La deuxième type d'émotion, ce sont les émotions dites liées à la pensée, et là c'est celle qu'on vient d'aborder, qui nous pollue la vie. Voilà, votre patron, vous êtes en réunion avec des collègues, et puis le patron est là, et puis vous vous emportez un peu, vous avez les gros yeux en face, ça commence à monter, et puis on vous dit non, rendez-vous dans 2 heures dans mon bureau, il faut qu'on se parle. Et là, vous commencez à générer vos scénarios, et qu'est-ce qui se passe pendant 2 heures? La peur arrive, peut-être la tristesse, peut-être la colère, plein d'émotions, et ça, ce sont les émotions liées à la pensée. Alors il faut savoir que 92% de nos peurs sont liées à ces émotions-là, au scénario qu'on se raconte. 8% seulement sont liés à nos émotions archaïques. Je vous laisse y réfléchir parce qu'on a tendance vraiment, chaque seconde, plusieurs fois par jour, à se pourrir notre vie à cause de nos propres scénarios. C'est l'histoire effectivement d'un homme, Malo, qui est missionné pour faire l'audit d'une société à Bangkok. Lui est en pleine réussite, en pleine gloire et ascension, enfin même gloire. Il vient des États-Unis et on lui propose de reprendre cette start-up et d'en faire la stratégie. Sauf qu'il apprend tout de suite, lors d'une visite d'expatriés, qu'il a une maladie et qu'il va en mourir. Donc effectivement, il a un changement et il est prêt même à partir. C'est vraiment les 10 premières pages du livre. Il est prêt à se suicider même parce qu'il n'est pas prêt à vivre cette maladie. Et il va faire la rencontre de la femme de ménage de l'entreprise qui a une grande sagesse et qui lui propose un pacte de lui acheter les 30 derniers jours, de décaler son suicide de 30 jours
parce qu'il a des choses à lui apprendre et peut-être de voir les choses différemment. Donc, ce n'est pas un patron idéal, c'est un patron qui est avide de réussite, qui est avide de gagner de l'argent, mais d'un coup vient le mur en face de lui la donne n'est plus la même, il va mourir, il va clairement mourir, et pendant ces 30 jours, il a envie de devenir l'homme qu'il aurait voulu être. Donc, il change son fusil d'épaule, il change sa façon de voir les choses, et naturellement, oui, il va devenir plus empathique, plus tourné vers les autres, il va essayer de comprendre davantage qui il est, et donc davantage les autres. C'est plutôt même quelqu'un qui a énormément souffert, qui est vraiment pétri dans son passé. Et un des thèmes du livre, c'est justement de se rendre compte que quand on a un passé extrêmement lourd, et si je demandais à chacun un par un quel est votre passé et quel boulet vous avez vécu, on serait tous étonnés de voir à quel point on vit tous des choses très très lourdes. Lui aussi, un des messages, c'est que chacun peut transformer son passé. Quoi qu'on ait pu vivre, quoi qu'on ait pu endurer depuis notre toute petite enfance, on peut naturellement vivre les choses différemment, inspirer les autres de ce que l'on a été, parce que malheureusement, il y a des millions de gens qui l'ont vécu avant nous, et il y aura des millions de gens qui le vivront après nous. Toutes nos difficultés, tout notre quotidien, malheureusement, d'autres le vivront. Et si on arrive à le transformer, puisqu'on est tous debout, on est tous vivants, on a tous réussi à dépasser tous ces boulets d'enfance, eh bien, si chacun met son pouvoir pour les autres et non plus sur les autres, c'est-à-dire si chacun amène son expérience personnelle au milieu de la scène et que chacun met son expérience et propose ça pour les autres, donc son pouvoir pour les autres et non plus sur les autres, il se passe quelque chose d'assez magique tous ensemble. Et ce que je disais à un journaliste tout à l'heure, il n'y a plus de lecteurs et des auteurs, il y a juste des êtres humains qui partagent des aventures humaines. Et que ce soit l'aventure de Malo, Maël dans mon premier livre, je crois que c'est ça, l'expérience, c'est vraiment d'être à cœur ouvert tel que l'on est. Tel que l'on est, parce que la seule chose qui nous importe chaque jour, et tout ce qu'on fait, toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes nos réactions ne sont faites que pour une seule chose, c'est d'être aimé. Toute notre focalisation, qu'on veuille gagner de l'argent, qu'on veuille plaire, qu'on veuille aider les autres, etc., la seule chose qui nous importe en tant qu'être humain, et c'est la seule chose dont on a besoin, c'est d'être aimé. Donc à partir du moment où on se relie les uns les autres et que chacun partage ses expériences, à cœur ouvert, sans ses costumes, vous savez, on porte déjà dès notre naissance un tas de costumes, on devient l'enfant d'eux, puis après on devient la petite fille d'eux, puis la salariée d'eux, puis la femme d'eux, alors c'est pareil pour les hommes, hein, bien sûr, garçon, on devient homme, mari, dirigeant, dirigeante, on porte un tas de costumes et on ne sait plus du tout qui on est, on se perd dans qui l'on est. Le vrai sujet, c'est d'arriver à enlever ses costumes et d'être là, ensemble, tous ensemble, moi aussi, à nu, là, devant les projecteurs, à nu, avec mes forces, avec mes faiblesses, et de partager ces expériences qui font qu'ensemble, on grandit. Parce que vos expériences, je rencontre depuis 2 ans beaucoup de lecteurs, vos expériences me font grandir chaque seconde aussi. Donc je crois que c'est ça qui devient vertueux. Et puis, vous traitez de manière formidable, poétique, avec des émotions, des pensées, des sourires, l'homosexualité. Et là déjà, je vous dis bravo, parce que ça coule de source. Oui, comme beaucoup de thèmes, je crois que le sujet, c'est que il y a tellement de thèmes. Dès qu'on parle d'une minorité, il y a un problème. Dès qu'on parle de quelque chose qui nous sort de notre zone, il y a un problème. On parle aujourd'hui, vous parlez de l'homosexualité, mais tous les thèmes sont vrais. Aujourd'hui, dès qu'il y a une peur, c'est quoi? C'est sortir de ce qu'on connaît. Donc effectivement, un des personnages du livre est homosexuel, et je crois Mathieu, et je crois que, au contraire, le plus on parle naturellement des choses, le plus on parle, quel que soit le thème d'ailleurs, encore une fois, c'est dans cette expression, plus on en parle et plus naturellement, je crois que ça dédramatise la peur de ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si on peut sacrifier toute sa vie pour le projet de l'autre. Je pense que parfois on prend des décisions par amour qui font qu'on ne se rend pas compte qu'on peut se sacrifier complètement. C'est avec le recul, peut-être qu'on peut s'en rendre compte. Dans le livre, c'est étonnant et c'est fort, ce sacrifice. Oui, mais je crois que l'amour est d'un des thèmes, un thème central, pardon, de ce qui nous motive chaque jour aussi, dans notre vie et au quotidien. Donc effectivement, ça ressort dans le livre, mais très naturellement, je pense qu'on peut prendre des décisions. Moi, j'ai pu en prendre aussi, prendre des décisions où sur l'instant, on se dit,
on le fait par amour, mais on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, effectivement, on se dit non à soi ou qu'on se sacrifie pendant tout un temps. Ce que fait effectivement un des personnages dans le livre, et s'en rend compte d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez pu vivre dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit pour vivre ce que vous avez à vivre. Bien souvent, on se dit ah non, mais là, c'est affreux ce qui est en train de m'arriver, mon mari m'a quitté, ma femme m'a quitté, je vis des moments très douloureux, très difficiles. Oui, mais on se rend compte que à chaque fois qu'on pose la question de gens, par exemple, qui se sont séparés, pour reprendre cet exemple, on se rend compte que quand on pose la question quelques années après, en disant ok, ça a été difficile, mais aujourd'hui, à y revenir, tu reviendras avec ton mari ou ta femme? Non, bien souvent, on est exactement au bon endroit pour vivre ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Et je ne dis pas que le chemin est confortable, je ne dis pas que le chemin est facile, mais quoi qu'on ait pu vivre, ça nous a amené exactement à l'endroit où on doit être aujourd'hui pour vivre ce qu'on a à vivre et se réaliser. Ne privez pas l'humanité de ce que vous êtes. Ne privez plus jamais l'humanité de ce que vous êtes. Vous êtes au cœur de ce que vous avez à amener. Il y a une étude d'un homme qui s'appelle Ali Benazir, qui est un chercheur à Oxford et qui a été qui est médecin, chirurgien d'ailleurs, qui a fait pour s'amuser une étude de la probabilité qu'on avait de naître. La probabilité qu'on avait de naître, donc c'est la probabilité que vos parents se rencontrent et puis se plaisent et puis aient envie de se revoir et puis finalement aient envie de créer un couple et puis qu'ils fassent l'amour et que le bon spermatozoïde parmi les milliards de spermatozoïdes rencontre la bonne ovule. Bref, je vous la fais courte. Vous avez une chance sur 700 trillions de naître. Une chance sur 700 trillions de naître. C'est-à-dire 0. Alors un trillion, c'était pas très clair pour moi, c'est un 1 et 18 zéros derrière. Donc vous avez 0,20 une chance de naître. C'est-à-dire quasiment rien et pourtant vous êtes là. Et bien souvent, on se dit, oui, non, mais moi, je ne sers à rien, et puis j'ai pas assez de diplôme, et puis j'ai pas de chance. Et puis... Non, vous avez de la chance, vous avez une chance sur 700 trillions de naître. Donc 0,2007 chances de naître. Ne privez pas l'humanité de ce que vous êtes, parce que chaque individu apporte, et vous n'imaginez pas à quel point vous êtes inspirant pour vos voisins, dans votre quartier, même plus loin. Le vrai sujet, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais chacun a sa pierre à apporter, vraiment. Merci infiniment. Bon, il se trouve que je suis devenue écrivain, mais même en devenant écrivain, il me restait quand même assez de raisons pour me rendre compte que écrire l'histoire de la crucifixion de Jésus à la première personne du singulier, c'était complètement au-dessus de moi. Façon d'avancer avec douceur à l'intérieur des personnages qui fait que même quand j'énonce une énormité, les gens ne la prennent pas comme une énormité. On est très différents, Amélie, c'est pour ça que je l'adore, mais on est très différents, Amélie et moi. C'est-à-dire, si elle dit une énormité, tout le monde va s'en rendre compte. Si j'en dis une... Cette escapade littéraire est terminée. Escapade spéciale foire du livre de Bruxelles. Vous avez fait le plein de lectures. Lisez, partagez vos lectures et surtout, vivez vos rêves.
Tu te filmes depuis le début en fait.